Nous allons parler de l'attaque du Hamas sur Israël, mais en même temps donc, de la crise israélo-palestinienne, parce que vous êtes nombreux à m'avoir demandé pourquoi je ne disais mot. Je comprends, ce sont ceux qui n'ont pas sur TikTok. Sur TikTok, on est un peu plus réactif. Il se passe quelque chose, on en parle. Le soir, on fait un live. On me dirait pourquoi je ne vous fais pas partager mes lives, tous les lives, parce que c'est très difficile d'avoir les deux connexions à la fois, d'être connecté et sur TikTok et sur YouTube, mais on me dit qu'il y a des logiciels qui permettent de. Ah là là, vous savez, moi, la bricole informatique, c'est vraiment pas mon domaine. Et je le fais vraiment à l'instant. Il n'y a pas longtemps que j'ai commencé. J'espère que j'apprends. On apprend à tous les âges, on apprend toujours. J'y arriverai. Mais là, j'ai aussi eu quelques problèmes techniques, notamment j'ai des travaux pas loin de chez moi qui m'ont sectionné ma ligne 2 fois en 10 jours. Donc, je peux faire un direct comme ça sur TikTok à partir de mon téléphone, mais de mon téléphone, avoir les deux, c'est un peu difficile. Et TikTok et YouTube, c'est un peu difficile, mais ne vous inquiétez pas, je vais m'armer d'un second téléphone, de manière à ce que vous ne puissiez pas rater une miette pour ceux qui ont compris tout l'intérêt des échanges que nous faisons. Et je vous demande encore une fois de partager et de diffuser. Alors, pourquoi je parle de ces sujets-là, moi qui aime dire qu'il faut parler de choses que l'on connaît, que l'on maîtrise, parce que tout simplement, ça fait partie de mon domaine. C'est un peu difficile de comprendre ce que j'ai fait. J'ai fait beaucoup de choses, hein, j'ai fait beaucoup de choses, mais dans une chose, rien que dans une formation. Il y a quelqu'un qui est venu critiquer, il est allé faire un stage de je sais pas quoi à l'ENA. On ne fait pas de stage dans une école. Hein. Une école peut vous envoyer en stage, mais on ne fait pas de stage dans une école. Mais effectivement, non, non, je suis un arc plein. Vous entrez donc, je l'ai déjà expliqué, vous entrez dans le bâtiment de l'ENA, toutes les photos des énarques sont sur votre droite, le bâtiment de l'ENA 1 rue Sainte-Marguerite, sont sur votre droite de toutes les promotions. Ma promotion est là, ma photo est là, il n'y a pas de problème, il y a pas deux promotions. Là-bas, c'était pour les étrangers, là-bas, non, non, je suis là. Tout simplement, et ben, l'ENA nous sert à nous apprendre, donc justement, à nous former à toutes ces questions-là. Mais en fait, l'ENA ne vous forme pas vraiment, vous met en pratique. Parce que là, si vous n'avez pas les compétences pour pouvoir comprendre tout ça, on ne vous mettra pas dans la même promotion que ceux qui ont des compétences. Donc, ça nous permet simplement d'être. Vous passez des examens pour pouvoir y rentrer. Et dans ces examens que vous passez, eh ben, vous avez des examens sur les relations internationales, sur l'économie, sur la plupart des domaines qui concernent l'État, sur votre compréhension des circuits d'achat, de vente, de matière, de trucs, de tout. Finalement, c'est parce que vous avez déjà ça que vous y allez, c'est pas parce que vous y allez que vous avez ça. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre. Ça fonctionne pas comme. Enfin, mais quand on n'a aucune idée des grandes écoles, on a vraiment du mal à comprendre. Mais bon, les relations internationales font autant partie de mon domaine parce que je suis politologue également à la base. Hein. Je suis politologue à la base. Je suis également économiste parce que j'ai d'autres études énormes. Donc, je peux parler de l'ensemble de cela. Et voilà, il y a un frère qui a mal pris, parce que je signale vraiment à tout le monde que c'est pas la peine de m'envoyer des liens de... Vous pouvez me poser des questions, hein, que j'ai entendu chez un tel, il a dit ceci, qu'est-ce que vous en pensez, il n'y a pas de problème. Mais m'envoyer des liens de direct de 2 heures qu'aurait passé je ne sais pas qui, soi-disant professeur de philosophie au lycée, et qui est en train de parler de relations internationales, et vous croyez que vous trouvez ça intéressant parce que vous venez de je ne sais quelle formation, c'est normal, c'est pas votre métier, mais vous croyez que moi aussi je vais trouver ça intéressant, c'est vraiment m'insulter. Vraiment. Donc, posez-moi des questions de ce que vous n'avez pas compris là-dessus. Ou si moi je tombe sur des petits résumés de 3 minutes, je vais m'efforcer, je vais me faire violence pour les écouter, pour essayer de voir dans quelle sauce vous êtes mis. Mais on ne va pas. Il y a un frère qui l'a mal pris, qui m'a envoyé une de ces vidéos là. Et je lui ai dit vraiment, évite de m'envoyer ça. Il l'a très mal pris, c'est très insultant. Moi, je veux bien qu'on m'envoie un médecin qui parle de médecine. Moi, je veux bien qu'on m'envoie des images voilà quoi, d'un géologue qui est en train de parler de la partie géologique de l'exploitation du pétrole ou d'un autre minerai, mais voilà quoi, j'ai le plus grand respect du monde pour les pharmaciens, mais lorsqu'un pharmacien commence à m'expliquer sans aucune expérience économique, parce qu'on a connu Cahuzac qui était médecin, mais élu, qui a passé tout son temps à la commission finance et qui est devenu ministre des Finances, voilà, les choses s'acquièrent par l'apprentissage ou par la pratique. Et quand la personne n'a ni apprentissage ni pratique, soyez sûr que ce qu'il dit, même s'il a de bonnes intuitions, hein, ce qu'on appelle des bonnes intuitions, c'est, voilà, il y a des gens qui peuvent vous dire que je vous jure que l'année prochaine, au mois de mars, le dollar sera à 4 euros, par exemple, ou le dollar sera à 0,4 euros, par exemple. Personne ne s'y attend et ça arrive. On va dire qu'il a eu une bonne intuition. Mais ça ne veut pas dire qu'il connaît le domaine, quoi.
Donc, je me rends vite compte, quand un médecin parle à un médecin, il s'en rend compte. Donc, faites très attention vraiment de vérifier la qualité de ceux qui vous parlent. Quelqu'un d'autre m'a envoyé un message dans lequel un monsieur qui était pasteur répondait, entre guillemets, à Alassane Ouattara sur le fond. Enfin, sa qualité, c'est pasteur. Je ne lis même pas. Je ne lis même pas. Je ne lis pas. Il n'y a pas de frein à apprendre, il n'y a pas de frein à connaître, il n'y a pas de frein à se former sur les sujets dans lesquels on veut parler. Il n'y en a vraiment pas. Et Et voilà quoi, il faut le faire. Donc revenons un peu sur notre question de la crise israélo-palestinienne. Alors, donc sur TikTok, je l'ai un peu résumé, je vous reprends le résumé, mais ici, là-bas, c'est 10 minutes maximum, et je fais souvent des vidéos de 3 ou 4 minutes, c'est difficile d'atteindre 10 minutes, et puis les gens se désintéressent, mais celle-là, je l'ai faite en 10 minutes, elle a eu beaucoup de succès. J'ai eu des Palestiniens qui sont venus me dire que c'est assez bien résumé, j'ai eu des Juifs, mais un seul, qui dit c'est pas mal, mais il y a eu d'autres Juifs qui m'ont écrit plutôt en privé, pour me dire ouais, mais c'est pas comme ça, parce qu'en réalité, bon, je vais vous expliquer en fait, comment moi je résume les choses, comment moi je vois les choses et quels sont les bémols que j'entends au sujet de cette affaire. La crise israélo-palestinienne, pour moi, c'est l'histoire très bien connue en Afrique d'un propriétaire terrien ou d'un maître d'un lieu. On ne sait pas si c'est le fils du chef, on ne sait pas si c'est le plus riche, le plus fort, qui va promettre à un peuple de lui vendre, à quelqu'un, donc un maître, prenons l'exemple du propriétaire terrien, qui va promettre à quelqu'un de lui vendre une parcelle. Mais il se trouve que cette parcelle y habite déjà des gens, et qui va aller voir les gens qui habitent sur place pour leur dire, bah, écoutez, en ce moment, moi, j'aime pas votre chef de quartier. Si vous le virez, ce chef de quartier, si vous m'aidez à le virer, je vais vous donner les titres de propriété nécessaires pour que vous viviez là pour toujours. Ce propriétaire intérieur, c'est l'Angleterre. L'Angleterre qui, à la fin du 19e siècle, en 1897, donc, au congrès juif de Bâle, qui est le congrès sioniste, le congrès où ils vont décider de chercher une terre où ils vont aller habiter, les sionistes vont vraiment déclarer en public que c'est l'Angleterre qui va les aider à trouver, à repartir en Israël. Donc l'Angleterre s'était déjà sérieusement engagée là-dessus. L'Angleterre à l'époque est la première puissance du monde, mais la terre de Palestine est sous domination ottomane. L'Empire ottoman avait son cœur en Turquie. Donc, il y en a qui vont dire que c'est la Turquie d'aujourd'hui, mais en fait, c'était beaucoup plus large. Et ils vont faire cette déclaration. Et puis, les choses vont se précipiter. En 1903, il y a eu un énorme pogrom qui a eu lieu en Moldavie, à Chisinau. Et au 19e siècle, il y a eu beaucoup de pogroms. Et donc, les Juifs vont de plus en plus acquiescer cette idée de chercher une terre. Parce que si l'idée était là avant, je crois qu'ils auraient trouvé une terre au moment où on découvrait l'Amérique. Hein. Ouh là là, ils auraient créé un État depuis longtemps, un État juif en Amérique. Mais l'idée n'était pas vraiment là. Ce sont des Juifs qui étaient les premiers investisseurs. Enfin, il y avait des Juifs parmi les premiers investisseurs en Amérique. Ils étaient présents, ils n'étaient pas absents. Parce que nombreux d'entre eux, à l'époque, vivaient en Espagne. Et ils avaient trouvé une grande opportunité d'aller investir. Mais l'idée de créer un État juif ne leur était pas encore venue, et même l'unité juive était encore à discuter. Mais cette idée va courir tout au long du XXe siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale qui va faire que l'Angleterre, leur protecteur, se retrouve en conflit donc avec l'Empire ottoman. Ils sont en guerre. Et c'est là où l'Angleterre va aller voir les Palestiniens, les Arabes qui habitaient en Palestine, pour leur dire, écoutez les gars, soutenez-moi, combattez l'Empire ottoman avec moi, qui vous domine depuis un certain temps, et que moi, je ne viendrai pas pour vous dominer, mais pour vous donner l'indépendance. C'est ce qui va se passer. Donc, les Palestiniens vont combattre l'Empire ottoman sans savoir que celui qui vient de leur dire avait déjà promis cette terre à un autre peuple. Ils vont combattre l'Empire ottoman, ce qui va se passer. L'Empire ottoman sera défait et va se retirer. Et bien sûr, après ça, on va créer la Société des Nations avec la toute-puissance anglaise. L'Angleterre va réussir à avoir son dominion, à être le maître des lieux, à contrôler donc cet espace qui est la Palestine, et va entreprendre très rapidement, dès 1920, de déplacer énormément de Juifs à travers le monde pour les emmener sur ces territoires qui viennent y vivre. Donc, elle va aller prendre des Juifs en Angleterre, elle va aller prendre des Juifs d'Europe de l'Est, des Juifs en Pologne, des Juifs en Russie, des Juifs en Roumanie, des Juifs en Allemagne, en France, un peu partout. Va les installer progressivement et va augmenter exponentiellement le nombre qu'ils étaient. Il y en avait déjà quelques Juifs qui vivaient là. Il va augmenter exponentiellement le nombre qui y habitaient. Et bien, dès le début, dès qu'ils commencent à faire venir les Juifs, il va y avoir beaucoup de problèmes avec les locaux, avec les Arabes qui habitent sur place qui n'en veulent pas. Donc les crises, les échauffourées se multiplient. Et l'Angleterre va aider la communauté juive à avoir une milice pour répondre et pour lutter, pour combattre les Palestiniens. Nous sommes dans les années 1920, nous ne sommes pas encore dans les années 40.
Tout cela va progresser comme ça, avec le soutien de la Grande-Bretagne pour la réinstallation de ce peuple dans ces terres. Et finalement, nous allons arriver, je ne dirais pas terre ancestrale, je vais expliquer ça un peu. Et nous allons arriver donc à cet épisode où la Deuxième Guerre mondiale, vous savez, ce qui s'est passé avec la Deuxième Guerre mondiale, ça a été un véritable traumatisme mondial de découvrir la manière dont les Allemands et surtout leur chef, le moustachu allemand, ont traité les Juifs. C'était vraiment un choc et ça a accéléré, n'est-ce pas, la mise en place d'un État juifs. Et ce sont eux-mêmes, les juifs. Donc, en 1947, les Nations Unies font un partage qui est déjà inégal, parce que le partage proposé par les États-Unis fait que les juifs qui représentent 30% des habitants du coin doivent avoir 56% des terres, tandis que les Arabes qui représentent 70% n'ont que 44% des terres. Et très curieusement, avec ce partage, on se retrouve également une autre injustice, parce que les Juifs, quand ils arrivaient, ils achetaient des terres, ils les achetaient, et ils possédaient 8% des terres. Donc en fait, c'est 8% des terres, mais on vous donne 70%. On vous donne 56% de territoire. Donc immédiatement, les Arabes rentrent en guerre. Les Arabes du coin, mais aidés également par les pays arabes voisins, la Jordanie, les voisins qu'ils ont même, la Syrie s'y est mise. Ils rentrent en guerre et ils vont attaquer donc, les Hébreux pour les chasser de là. Les Hébreux vont bénéficier donc d'un soutien massif de l'Angleterre, des États-Unis et de l'URSS pour résister et repousser les Arabes. Peut-être quand je dis repousser, c'est vraiment les chasser même du territoire. Ce sont des centaines de milliers d'Arabes qui sont ainsi expulsés et qui vont trouver pour beaucoup asile en Jordanie. D'autres vont trouver asile en Égypte et ailleurs dans le monde jusqu'aux États-Unis et qui aujourd'hui sont à la 3e, 4e génération d'apatrides parce qu'ils refusent généralement de prendre la nationalité des pays où ils sont parce que pour eux, ne pas prendre cette nationalité reste un combat politique pour montrer que nous sommes encore un nombre très important d'apatrides parce que notre pays a été volé. Et tout ce qui s'est passé par la suite, qu'il s'agisse de la guerre de 67, de la guerre de 73, de toutes les guerres, et même de ce qui est en train de passer, c'est la même chose. Ils essaient de s'armer, les Arabes essaient de s'armer, d'avoir des forces pour aller chasser les Hébreux de ce qu'ils considèrent comme étant leur terre. Les Hébreux les repoussent. Et en les repoussant, ils grignotent encore une partie des terres et ils mettent nombre d'entre eux en exil, sans parler de ceux qui ont été tués. C'est le cycle que nous voyons, et petit à petit, la part réservée aux Arabes a été sérieusement réduite, ne ressemble plus à grand-chose. Ce sont des espèces de camps de concentration comme le territoire de Gaza, ou alors un territoire vraiment grignoté et morcelé comme la Cisjordanie. Parce qu'en plus, les deux territoires qu'on a donnés aux Arabes n'ont pas de connexion. Et les Hébreux, les Juifs, les Israéliens ont encore grignoté des parties qui appartenaient à la Syrie, notamment le plateau du Golan. Voilà un peu la situation. Et puis de l'autre côté, du côté du Liban, c'est pour ça qu'il y a tous ces conflits avec le Hezbollah libanais qui est soutenu par l'Iran, qui refuse même, en ce qui concerne l'Iran, de reconnaître l'existence même d'un État hébreu. Donc, tout ce conflit-là tourne autour de ça. Du non-respect déjà du découpage de 47, qui voudrait qu'il y ait deux États sur le même territoire, enfin, deux États. Hein, il y a les parties sont bien dessinées, il y a des cartes sur ça. Encore une fois, je ne suis pas un expert pour vous faire des reportages avec une carte qui apparaît quand je parle, ça prend énormément de temps. Et vous allez devoir vous contenter un peu comme dans une université de ce qu'il est en train de dire. Moi, j'aime bien ceux qui m'ont proposé d'appeler ce que je dis l'université populaire. Peut-être qu'on va dire public pour éviter le terme populaire qui est très connoté. Donc voilà un peu la situation dans laquelle se passe et on arrive aujourd'hui au Hamas. Le Hamas qui est un groupe djihadiste, qui est un groupe islamique, il faut le dire, qui a sa vision, qui avait refusé l'accord de paix parce que dans toutes les disputes qu'on a eues entre Israël et la Palestine, il y a quand même eu une lueur d'espoir. C'est l'accord de paix de 93 signé entre Yasser Arafat et Yitzhak Rabin. Mais malheureusement, depuis cette époque, on a créé l'autorité palestinienne, ce qui a permis à Yasser Arafat de retrouver ses terres natales, ses terres d'origine, voilà, de mettre un siège et puis d'être financé par la communauté internationale. Mais malheureusement, Rabin a été assassiné et l'assassinat de Rabin a servi de prétexte pour mettre un fin à l'accord de paix. Il est mort, Yasser Arafat, il a été remplacé par celui qui est là, Abbas, mais qui, voilà, s'est retrouvé dans des positions où tout le monde dit qu'il est corrompu, tout le monde dit qu'il ne fait rien, et puis il n'a plus organisé l'élection depuis 2007, pratiquement, Mahmoud Abbas.
Donc voilà un peu la situation. Et d'autre part, il y a le Hamas qui n'a jamais accepté l'accord de paix. Alors le Hamas a un double discours. Le Hamas, d'un côté, il y a le Hamas politique qui dit que nous voudrions revenir aux frontières de 67. Parce qu'on se rend compte que ceux de 66 sont devenus, ceux de 47 sont devenus impossibles. Donc en 67, je rappelle, les États, c'est l'Égypte qui était menaçante, hein, qui avait chassé les casques bleus qui étaient sur place, a bloqué une voie d'accès à Israël, et Israël a riposté en attaquant l'Égypte. La Syrie s'y est mise, la Jordanie s'y est mise, et en 6 jours, Israël les a écrasés et les a repoussés. Donc, voilà, et en les repoussant, Israël a grignoté des grosses parcelles de terrain qui appartenaient donc aux États, qui étaient réservés pour les Palestiniens, parce qu'en 1947, en créant l'État d'Israël, il était également prévu de créer un État palestinien, mais il n'y a pas grand-chose qui avait été fait pour ça. Donc Israël a grignoté les parties qui étaient prévues pour l'État palestinien, il a mis des habitations, ce qu'on appelle des colonies, et a grignoté également une partie de l'Égypte qui s'appelle le désert du Sinaï. Parce que le Sinaï, c'est en Égypte. Ça a été réglé pour le Sinaï. Il a été retrocédé à l'Égypte plus tard. Et donc, au moins revenir aux frontières de 67, c'est ce que demande le Hamas officiel, le Hamas politique. Mais le Hamas militaire a comme slogan, c'est de recouvrir l'ensemble du territoire israélien. Donc il y a ce double discours. Israël est conscient qu'il a des voisins qui ne veulent que sa mort et sa disparition, tout comme lui, en fait, finalement, ne veut que la mort et la disparition des autres. Donc, ça coince un peu, ça complique un peu le conflit, et aujourd'hui le terrorisme du Hamas est inadmissible quand même. Hein, on peut pas, moi je ne peux pas soutenir le terrorisme, en tout cas moi, en ce qui me concerne, je ne peux pas comprendre que les innocents puissent être tués, mais eux ils considèrent que ce pas des innocents parce que c'est eux qui profitent de la terre de leur terre à eux. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils n'ont qu'à partir, ils savent que la terre ne leur appartient pas, etc., etc. D'autre côté, bon, vous savez, le Hamas c'est des gens qui vivent dans la bande de Gaza, qui sont là depuis des générations, dans des conditions de privation permanente, dans des conditions où on les traite comme des sous-hommes, dans des conditions de violence, dans des conditions de chômage, dans des conditions où vous êtes cultivé, élevé du matin au soir à détester Israël, et ça date depuis des générations. Moi je vous dis, hein, qu'on vous prenne et qu'on vous enferme dans un petit coin comme ça, où il y a 2 millions d'habitants sur une superficie, mais de rien du tout, quoi. 6 km² d'un côté, 40 de l'autre, c'est vraiment pas grand-chose. Vous mettez 2 millions de gens là-dedans, pendant 3-4 générations, je ne sais pas dans quoi vous allez croire. Je ne sais pas si vous allez m'expliquer que vous avez donné à votre enfant une éducation d'amour, de paix et de tendresse et de ne pas tuer les autres. Non, donc, nous avons créé, en tout cas ceux qui ont mis en place cette situation, ont créé une situation totalement horrible, qu'on a laissé pourrir durant tout le XXe siècle. Finalement, on s'est habitué à vivre avec. Hein. Il y a un coin du monde où il y a des gens qui n'ont pas de pays, et puis tant pis. Le monde continue à fonctionner sans ça, mais il y a des vrais gens qui vivent là-bas, qui ont des vrais sentiments, des vrais ressentiments, des vraies colères, des vraies haines. Voilà, et on a créé des monstres. Voilà, ces monstres qu'on a créés, qui ont décapité des enfants, qui ont violé cette femme violée avec le pantalon ensanglanté, mais quelle tristesse. Cette femme démembrée à l'arrière d'un pick-up sur laquelle on crachait, cette vieille dame enlevée. C'est vraiment triste, on ne peut pas arriver à ce genre de choses, c'est inadmissible, c'est inexcusable, c'est dans tous les sens comme on veut, mais c'est que des gens qui sont proches de l'animalité qui peuvent commettre ce genre de choses. Eh bien, il faut dire la vérité, ces gens sont devenus proches de l'animalité. Ce n'est donc pas aimer le terrorisme que de dire que cette animalité, elle était provoquée par cette situation-là. En même temps, il faut voir les responsabilités de tout le monde. J'ai vu les commentaires, particulièrement sur Twitter, à la télévision et partout, de tous ces cadres, tous ces grands cadres occidentaux européens qui soutiennent Israël et qui disent « Ah ben là, Israël a le droit de se venger. Ah oui, là, Israël doit cogner et que personne ne vienne nous dire que personne... » En fait, on est en train de donner en même temps un droit au massacre à Israël que moi je ne donnerais pas à Israël, même si je déteste les terroristes, même si je dis qu'ils ont tort, même si je dis qu'ils n'auraient pas dû le faire. On ne peut pas donner un droit au massacre à l'autre, massacre des privés, parce qu'eux, ils sont en train de tuer des Israéliens sous prétexte que c'est les Israéliens qui bénéficient et qui profitent des terres qui auraient dû leur revenir. D'autre part, on ne va pas dire que Israël a le droit d'aller tuer des femmes, des enfants, des petits-enfants, des grands-parents sur les terres dans Gaza, parce que eux tous, les gens du Hamas sont leurs frères. C'est eux qui les protègent, c'est eux qui les nourrissent, c'est les mêmes arguments en fait qui finissent par se confronter. Moi, je vois beaucoup de gens soi-disant intellectuels qui tombent justement souvent par facilité parce que c'est leur peuple également, hein, qui tombent là-dedans dans cet encouragement du massacre, encouragement, les yeux fermés déjà d'office. On dit à Israël, fais ce que tu veux, tu as tous les droits, il faut tuer tout le monde parce que tu es le plus fort, on te pardonnera tout, tu es génial, tu es formidable. Voilà quoi, on rentre dans cette espèce d'irrationalité qui n'a absolument aucun sens. Alors,
Les Israéliens vous disent que, en fait, vous comprenez mal la situation. Mais si, moi je crois pas qu'on comprend mal la situation. Et d'ailleurs, je me demande souvent pourquoi les Palestiniens, on appelle généralement Palestiniens finalement les Arabes et Israéliens les autres. Mais la question est un peu plus complexe que ça, mais l'habitude a fait ça. On se demande pourquoi les Palestiniens ne vont pas tout simplement demander, n'insistent pas pour que l'Angleterre puisse réparer les dégâts qu'il a commis. Parce qu'en fait, c'est l'Angleterre qui est à l'origine de ce problème. Moi, j'aurais exigé que l'Angleterre leur donne une île britannique pour qu'ils aillent vivre dessus. Et là encore, je présente mes excuses parce que je suppose que les Palestiniens, hommes de désert, n'ont pas très envie d'aller non plus vivre sur une de ces îles pluvieuses du nord de l'Europe. Mais bon, peut-être c'est à eux de trouver une solution. Peut-être que les Palestiniens préfèrent vivre dans une dune, mais vous savez, moi je pense qu'ils doivent mettre aussi un peu d'eau dans leur vin, parce que beaucoup de pays ont subi des affres et de nombreux peuples ont été déplacés, des pays même ont été déplacés. Je prends l'exemple de la Pologne, hein, qui a été déplacée parce que le pays a été grignoté dans son est. L'est de la Pologne, c'est ce qui est l'ouest de l'Ukraine. Donc c'est un grand territoire que la Russie avait bouffé. Et on a pris aussi un territoire à l'ouest de la Pologne de ce qui était l'Angleterre. Donc la Pologne aujourd'hui ne ressemble pas à la Pologne de 1945. Et la Pologne existe, elle vit, elle continue. Les Polonais de cœur, même ceux qui sont du côté ukrainien, savent qu'on a un attachement culturel avec la Pologne actuelle et que nos grands-parents faisaient partie du même pays, mais nous, on est maintenant ukrainiens. Le monde, il évolue comme ça. On ne peut pas se cramponner sur un truc, surtout quand on a la capacité, quand on a la force. Ok, on continue à se battre, mais jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y ait un espoir, il y a un désespoir. Regardez l'Ukraine et la Russie. Vous avez aujourd'hui l'Ukraine et la Russie qui conteste une partie des frontières de l'Ukraine. Moi, je ne veux pas dire que les Ukrainiens doivent céder une partie de leur terre à la Russie, mais je le dirais, je vous assure, dans 30 ans. Si la guerre continue et que les Ukrainiens ne s'en sortent pas et que la Russie prend les devants sérieusement et que les choses sont établies, après, ce sont des pauvres Ukrainiens qui vont aller faire des attentats suicides pour aller mourir en Russie. L'Ukraine n'a pas toujours existé, la Russie n'a pas toujours existé, l'Ukraine n'existera pas toujours, la Russie n'existera pas toujours, il faut savoir vivre au présent. Donc, il n'y a pas eu, les Arabes de Palestine n'ont vraiment jamais eu un pays. Donc, il ne s'agit pas vraiment de rattraper un pays qu'ils avaient avant, en tout cas un État dans le sens moderne d'État qu'ils avaient avant. Donc, il ne faut pas non plus se cramponner à une espèce de rêve impossible parce que là, la supériorité militaire, la supériorité diplomatique, la supériorité financière d'Israël fait que le combat pour chasser Israël sera impossible et qu'il faudrait, vous voyez, ils revendiquaient les frontières de 47, ils sont passés à ceux de 67. On se connaît la tête comme ça en mourant, ils vont passer à des frontières, à soutenir les frontières de 2023. Et comme ça, un jour, il n'y aura plus rien. Donc je crois qu'il faudrait à un moment donné qu'on puisse négocier de nouvelles frontières, de nouvelles terres, peut-être en Jordanie, peut-être le Sinaï est grand, le désert est grand. Donc je dis, ils ne veulent pas vivre sur des îles pluvieuses, peut-être qu'ils préfèrent vivre sur leurs dunes. Les dunes, il y en a beaucoup. Donc l'Égypte faire un effort de leur donner un morceau de leur dune et qu'ils vivent en Égypte, mais l'Égypte refusera parce que pourquoi c'est pas Israël de le faire, mais Israël est tout petit, c'est comme la Belgique, Israël c'est pas bien grand. Voilà, mais il faut trouver une solution à ces gens-là, une solution B qui ne ressemblera peut-être pas à la solution de leur rêve, mais enfin qui ressemblera quand même à une solution. Jérusalem devait être placé sous le giron international, ça n'a jamais été fait parce que bah, ça intéresse plus grand monde. Le monde n'est pas très aussi religieux que ça. En tout cas, les dominants ne sont plus aussi religieux que ça. Et même dans la religion, le christianisme, les lieux saints ne sont pas si importants que ça. C'est pas là où Jésus est mort, là où il a pleuré. C'est pas comme les musulmans qui sont très attachés à la Kaaba et qu'il faut regarder là-bas pour prier. Le christianisme ne fonctionne pas comme ça. C'est d'ailleurs bizarre. Petit commentaire, les musulmans accusent souvent le christianisme d'être idolâtrique, hein, c'est-à-dire que vous priez des croix, vous priez des trucs, des visages, vous dessinez, mais en réalité, l'idolâtrie, c'est aussi de se tourner vers un lieu donné pour prier, c'est d'aller toucher une pierre qui était déjà là d'ailleurs avant l'islam pour croire, ou alors que le christianisme est vraiment spirituel. Hein, Dieu n'est pas physique, il peut être en haut, en bas, à gauche, à droite, ça n'a absolument aucune importance. Bref, fin de la parenthèse. Donc voilà, il faudrait bien trouver d'autres solutions qui ne ressemblent pas aux solutions de 47, mais moi je crois que Israël a droit à un État. Il n'y a qu'un seul État juif dans le monde. C'est normal aussi avec l'histoire qu'ils ont connue, mais aussi c'est normal qu'ils aient un État qui puisse les représenter, les protéger, être les gardiens de leur histoire et de leur culture. C'est tout à fait normal. Israël a le droit d'exister, le droit d'avoir un État. Les Israéliens, en tout cas, ont le droit d'avoir un État. Là-bas ou ailleurs, ben, ils sont déjà là, ben, ils sont là. Et bah, les Palestiniens également ont le droit d'avoir un État, quoi. Ils ne se reconnaissent pas jordaniens, ils ne se reconnaissent pas
égyptiens, même si ça posait un problème dans l'idéologie arabe, qui voudrait que tous les Arabes soient unis, soient le même peuple, qui ont souvent voulu que, il y a beaucoup d'Arabes qui ont voulu que la revendication palestinienne s'arrête parce qu'ils sont autant arabes. Il y a 22 pays arabes dans le monde, hein, donc beaucoup d'Arabes ont pensé que les Arabes israéliens, les Arabes palestiniens pouvaient s'en choisir un et on les accepterait avec plaisir, mais ce qu'ils ne veulent pas, ils veulent avoir leur nation. Donc ça devient un truc politique très 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 complexe. Et puis c'est quand même honteux qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on nous dise qu'il y a encore des pays colonisés avec des colons qui vont construire des colonies, c'est quand même gênant. Ce que les Israéliens rejettent en disant que ce pas des colonies parce qu'elles se placent essentiellement en Cisjordanie et que, en fait, en réalité, la Cisjordanie qui veut dire à l'ouest du Jourdain. Donc, ce sont les Jordaniens qui ont appelé ce territoire Cisjordanie, mais dans le nom juif de ce territoire, c'est la Judée-Samarie. Et que c'est de là qu'ils viennent vraiment, c'est vraiment le berceau et le cœur de leur histoire, de leur civilisation, de leur région, c'est là où sont enterrés leurs patriarches. Donc, quand ils vont là-bas, pour eux, ils vont sur leur terre ancestrale, ils ne vont pas pour aller coloniser parce qu'on ne peut coloniser une terre qui est la sienne. Ça, c'est leur théorie. Et que même le nom Palestine, en fait, il n'y a jamais eu un État palestinien avant le IIe siècle, au moment où l'empereur romain, je crois que c'était Adrien, je ne sais plus, où l'empereur romain décida donc de mettre fin au royaume juif qui était là, qui s'appelait, je crois, le royaume de Judée à l'époque. Judée qui a donné le nom juif, hein, Juden en allemand, Juju en latin, etc. Donc il y avait le royaume de Judée qui était là, et ce royaume de Judée, avant ça c'était la Judée-Samarie, puis c'est juste le nom de Judée qui a dominé. C'était le royaume de Judée que les Romains ont cassé et à qui ils ont donné le nom d'un ennemi des Juifs qui étaient les Philistins. Et le mot Philistin a été dit en latin Palestine. C'est de là que vient donc la Palestine. Donc c'était un nom, c'est comme si, je ne sais pas comment vous expliquer ça, c'est comme si le Donbass ont décidé d'appeler le Donbass la Moscovie. Voilà, que les Russes conquièrent le Donbass, ils appellent ça la Moscovie du nom de ceux que les Ukrainiens ont combattu. Donc en fait c'est leur terre, ils sont propriétaires chez eux. Toutes ces théories sont fumeuses. Elles sont peut-être vraies, mais on s'en fout. En fait, ils ne rentrent pas dans le cadre de la discussion d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les États aujourd'hui, au XXe siècle, ont été mis en place à partir des accords de 1945. À partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a créé l'ONU et on a créé les conditions de reconnaissance d'un État. Un État n'existe que parce que ses voisins le reconnaissent. Souvent, on vous parle de souveraineté, mais la souveraineté, ce n'est pas une déclaration propre. Vous êtes souverain parce que vos voisins reconnaissent vos frontières. Quand un de vos voisins, si tous vos voisins ne reconnaissent pas vos frontières, vous êtes une passoire. Vous avez beau crier, je suis souverain, souverain, c'est un territoire que tout le monde traverse, où tout le monde habite. Mais si un seul de vos voisins ne reconnaît pas vos frontières et essaie de pénétrer à l'intérieur de vos terres, les autres voisins vous diront non. Vous diront non. Nous avons signé des règles, le droit international de l'ONU, qui ne reconnaît pas ce que tu es en train de faire. Et ils vont se liguer contre toi pour t'attaquer. C'est ce qui se passe en Ukraine et en Russie. Vous voyez? Parce qu'il y en a un qui ne reconnaît pas la souveraineté finalement ukrainienne sur certaines régions, qui dit que là c'est chez moi, je prends, j'annexe, je fais un référendum, je fais n'importe quoi. Mais vous voyez, la plupart des pays du monde font bloc pour dire que non, c'est pas comme ça qu'on s'est entendu en 1945. On a fixé les règles désormais pour reconnaître un pays, et quand un pays est reconnu, un autre ne peut plus lui faire ceci, ne peut plus lui faire ceci. C'est ça le droit international sur lequel on se base. Voilà. Et c'est ça que tout le monde qui a suivi s'est basé. Hein. Quand une fois on a donné l'indépendance au pays, vous savez que c'est l'ONU qui avait interdit à la France de modifier les frontières telles qu'ils étaient à l'époque coloniale. Donc de ne pas donner une nouvelle indépendance en disant que bon, désormais, le Cameroun, le Congo, le Gabon forment un seul pays. De ne rien jouer, de laisser les choses comme ils étaient à l'époque coloniale. Parce que les règles ont été faites en 1945, elles ont été faites comme ça. Donc tous ceux qui ont suivi ont respecté les mêmes règles. Donc on ne peut pas revenir à derrière. Parce que moi je poserais une question. Pourquoi on va commencer à partir du moment de la formation du peuple juif pour dire que c'était chez eux. Le peuple juif existe depuis quand? 2500 ans? 2600? 2700 ans peut-être? Mais qui vivait là-bas avant le peuple juif? Il y avait des gens, on a fait de l'archéologie, il y a des traces de vie humaine là-bas qui datent de plus de 100 000 ans. Pourquoi on ne va pas chercher génétiquement les ossements qu'on a trouvés là-bas pour aller chercher sur la terre quels sont les véritables descendants des gens qui vivaient là-bas il y a 100 000 ans? Ou il y a 10 000 ans, ou il y a 20 000 ans, ou il y a 30 000 ans. Pourquoi pas? Et on dirait que la terre leur appartient vraiment. Parce que dans ce jeu de repartir en histoire dans le passé, on va s'arrêter où? On va s'arrêter là où les Juifs ont décidé que c'est nous qui commençons l'histoire. Non, il y avait des habitants avant les Juifs. Et avant les Juifs, avant les habitants, il y avait des dinosaures. On va repartir jusqu'aux dinosaures. On va dire que la Terre n'appartenait à personne à partir des dinosaures. Non, c'est sans fin. C'est sans fin.
Donc on est obligé de prendre une limite, une date, et c'est ce qu'on pratique pour tout le monde dans le monde. On ne dit pas, mais nos ancêtres venaient de là, mais qu'est-ce qui se passe au Kosovo? Les Yougoslaves disent que, les Serbes disent que le Kosovo est le berceau de leur civilisation, c'est là qu'ils sont nés. Nous, on a décidé qu'il y a des gens qui vivent là depuis 200 ans, depuis 300 ans, qui ne peuvent pas être acceptés ni par les uns ni par les autres, ce sont les Kosovars, et donc ce sont les Albanais du Kosovo, qui étaient venus il y a très longtemps, donc ils sont de culture albanaise, de langue albanaise, mais ils ne sont plus albanais, parce qu'ils sont coupés avec l'Albanie, ils vivent là, donc ils doivent avoir un État, tout le monde a décidé qu'il devait avoir un État, l'ONU en tout cas, au niveau de l'Union européenne, puis l'ONU, donc au niveau de la Yougoslavie, ça ne passe pas, mais on ne peut pas justifier l'existence d'un pays aujourd'hui par rapport à ce qui se passe au 15e siècle. C'est pas possible. Pourquoi au 15e siècle? Pourquoi on ne remonterait pas au 10e, au 5e, au 8e? Pour quelle raison? Pourquoi on ne partirait pas à moins 3000? Donc, c'est pas possible. On est obligé de se fier à 45. Donc, en fait, Israël est là parce qu'à partir de 45, y habitaient les Israéliens. Donc, on va oublier toute l'histoire que j'ai racontée des Anglais qui les ont fait venir, qui les ont mis là. On va oublier tout ça à partir de 45 qui étaient là. Et au moment où on déclare la création de l'État d'Israël, Israël est déjà créé parce que c'est l'ONU qui a autorité pour fixer le droit international. Il peut être injuste, mais si on ne le respecte pas, c'est une catastrophe mondiale. Tout le monde va revendiquer un point parce que ma tribu déborde là, parce qu'avant d'être là, on habitait là-bas, derrière il y a des intentions, parce qu'il y a du pétrole, derrière il y a ceci, on ne peut pas faire ça. Donc en partant de ce principe-là, toute cette historicité, les Jésus, les Moïse ont habité là-bas, c'est bien, c'est beau pour leur culture, qu'ils leur construisent des musées, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, c'est parfait, mais ça ne rentre pas dans le cadre du droit international qui, lui, doit commencer un jour donné, où on a dit qu'à partir de maintenant, voilà ce qu'on fixe, voilà ce qu'on fait. Parce que si c'était aussi facile, comme ils disent que les Juifs sont chez eux, sur cette terre, et que c'est leur terre d'origine, c'est leur terre natale, c'est leur terre de je ne sais pas quoi. Si on partait, et qu'ils ne peuvent pas coloniser, si on partait de cette base, on peut dire que les Français ne peuvent pas coloniser les Belges, parce que les Français sont originaires, en fait, de ce côté-là. C'était la Francie orientale qu'on appelait du temps de Clovis, on l'appelait l'Austrasie. Parce que toute cette partie du nord était séparée en deux. Du côté de la Normandie, c'était la Neustrasie. Et de ce côté-là, de l'est du royaume de Clovis, du royaume des Francs, de ce côté-là, ça s'appelait l'Austrasie. Donc, sous prétexte que c'était chez eux il y a 1000 ans, ils peuvent aller en Belgique, faire ce qu'ils veulent, l'occuper, aller construire de force des maisons, aller les donner à des Français, sous prétexte que c'était la Francie occidentale, la Francie orientale. Non, ce n'est pas sérieux, on ne peut pas remonter aussi loin pour justifier. Ce que les Juifs font dans les colonies, c'est illégal, parce que ce n'est pas les terres qui leur ont été données. Ils ne peuvent pas aller s'imposer comme ça, parce qu'ils ont des armées qui peuvent les protéger. Quand ils construisent des maisons, ils s'incrustent et ils y habitent, voilà. Donc ils doivent dégager ces coins-là, ou s'ils ne les dégagent pas, parce qu'ils sont les plus forts, il faut être réaliste aussi. Il faudrait bien que chacun mette un peu d'eau dans son vin, que les Arabes comprennent qu'ils ont besoin de discuter, d'avoir un vrai territoire et que tout le monde s'y mette pour leur accorder un truc et qu'ils acceptent ce qu'on va leur donner. Les Juifs également, les Juifs ont très peur d'avoir un voisin à côté d'eux qui ne rêve que de leur mort, mais si on crée un État palestinien, ça ne sera pas seulement l'État palestinien qui veut de leur mort, l'Iran veut de leur mort aussi, et l'Iran le dit tous les jours que nous sommes... pour nous, Israël n'existe pas, ni en idée, ni en réalité, ni en rien. Donc, voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas créer d'État palestinien, après ils vont détruire l'Iran? C'est pas possible. Ils ont besoin de vivre également en paix. C'est pas heureux d'avoir un peu des attentats suicides assez régulièrement, où tout le monde grandit la peur au ventre, et ça ne finira pas. De la même manière que le moustachu allemand n'a pas pu les exterminer de la surface de la terre, eux non plus ne réussiront pas à exterminer les Palestiniens de la surface de la terre, ils seront toujours là. Donc, ils doivent eux aussi comprendre qu'ils doivent faire des concessions, et voilà, et trouver une solution à ce problème. Quant au terrorisme, quant au Hamas, bien sûr, il faut combattre le terrorisme, il faut combattre le Hamas, mais cela n'est pas un droit de tuer, de massacrer des civils tels que est en train de leur accorder tous les discours que nous sommes en train d'entendre de la part des responsables de part et d'autre. Alors évidemment, je constate que dès que les États-Unis soutiennent quelqu'un, parce que là ils soutiennent Israël, mais vous voyez que la Russie est très embarrassée parce que la Russie... Parce qu'Israël n'a condamné que du bout des lèvres l'attaque russe, n'a pas voulu aider l'Ukraine. Donc les relations entre Israël et la Russie restent assez bonnes. Donc la Russie n'ose pas non plus condamner Israël. Les Africains, évidemment, dès qu'ils voient que les Américains soutiennent Israël, effectivement, ils sont contre Israël. En même temps, certains vont vous expliquer que les Palestiniens ne s'intéressent pas à ce qui se passe au Mali. Vous ne les entendrez jamais faire des lives ou des discussions ou des trucs pour dire on soutient tel ou on va aider les Maliens.
Donc même l'unité musulmane ne marche pas. Donc pour quelle raison nous allons soutenir pour quelle raison nous allons soutenir les Palestiniens? Bon, déjà, c'est une erreur énorme que les Africains commettent en se disant qu'ils ne sont pas dans le monde. Vous voyez, quand Sarkozy disait que l'Afrique n'est pas encore rentrée dans l'histoire, c'est un peu ça. C'est comme si tout ce qui se passe dans le monde ne nous regarde pas. Nous avons encore la même réaction et les mêmes réflexes que cet Africain qui, j'essaie de l'imaginer, en 1502, 1503, 1510. Vous voyez passer les premiers bateaux, aller découvrir l'Amérique, qui partaient, qui revenaient, qui les regardaient. Ils disaient, ces affaires des Blancs, ça ne me regarde pas. Sans comprendre que ces bateaux seront son cauchemar, qui viendront le frapper, l'esclavagiser, l'emmener ailleurs. Voilà ce côté que nous avons de tourner le dos au monde. Le monde s'est développé entre l'arrivée de l'homme sur Terre. Hein, je rappelle encore qu'il est apparu en Afrique, etc. Bon, on en parlera une autre fois. Le monde s'est énormément développé, il a évolué. À un moment donné, on a occupé toute la planète et puis on a commencé à commercer les uns avec les autres, sauf l'Afrique noire, l'Afrique subsaharienne, a tourné le dos. À tous les grands échanges qui se faisaient dans le monde, à tous les grands échanges de civilisation, d'intelligence, d'échanges humains, de langue, on est resté enfermés entre nous. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut combattre, qu'il faut casser, il faut s'intéresser au monde parce que ce qui arrive chez les uns a des conséquences sur nous. Donc c'est très important de pouvoir s'informer, de pouvoir savoir ce qui se passe, d'avoir une opinion et non de jouer. Eux, ils ont dit quoi, eux, ils ont dit quoi. Mais si le prix de pétrole augmente par rapport à ce qui se passe là-bas, ça a un impact en Afrique. Si les relations internationales se modifient, parce que moi, ce qui est en train de se passer, d'autres m'ont demandé la question, mais est-ce que tu ne crois pas que ça risque de dégénérer? Moi, je crois que ça, c'est déjà la dégénération de la guerre russo-ukrainienne, tout simplement parce que depuis le début de la guerre russo-ukrainienne, ben, les relations internationales sont en train d'être cassées, que Hitler est en train... Hitler, lapsus révélateur, Poutine est en train de faire des commandes d'armement à divers pays. Vous savez, on a attrapé l'Afrique du Sud les doigts dans le pot de confiture, on a attrapé l'Égypte, pourtant tous les deux très alliés des États-Unis en train de fabriquer des armes, des explosifs pour la Russie, mais eux on les a attrapés. Maintenant comptez sur qu'on n'a pas attrapé le nombre de pays qui sont en train aujourd'hui de fabriquer des armes pour fournir la Russie ici et là. Ben, quand on fabrique des armes comme ça dans le noir, ça veut dire qu'il y a aussi un circuit parallèle qui se crée et toutes les organisations qui ont besoin d'armes savent maintenant où s'alimenter. Vous savez, on vous dit qu'on a lancé des milliers de requêtes là-bas, ça ne se construit pas dans une cuisine. Et vu la puissance de feu que ça fait, on n'est plus au stade de roquettes. C'est parce qu'on est habitué que le Hamas lance des roquettes que le terme roquette est rentré dans la bouche des journalistes. Mais vu la puissance et la puissance de feu, quand c'est projectile, on ne peut plus parler de roquettes, il s'agit aujourd'hui de missiles. Allez, je vous accorde de dire mini-missiles. Donc ça ne se fabrique pas dans une cuisine, ça ne se fabrique pas dans un sous-sol avec des bouts de ficelle. Donc il y a des États qui fabriquent ça, et ben il y a des fuites forcément quand on fabrique au noir, quand tout ça c'est pas clair, c'est pas quantifié, c'est pas surveillé par les agences militaires internationales, ni même par les agences normales au sein d'un État, hein, leur parlement, leur système financier et tout. Donc il y a forcément beaucoup d'armes qui sont en train de circuler et qui permettent au Hamas de faire ce qu'il a fait, qui vont permettre certainement à d'autres mouvements de prendre jour, de prendre feu et de prendre tout ça. Et tout ça, ça vient à mon avis, ce n'est que mon avis, je n'ai pas de boule de cristal. Il ne faut jamais être seul dans un avis. On peut être le premier, mais jamais seul. Si au bout de quelques temps, il n'y a pas d'autres qui ont confirmé ça, c'est que je me trompais, tout simplement parce qu'il y a des gens qui ont les moyens de savoir tout ça. Parce qu'il y a des journalistes, parce qu'il y a des diplomates, parce qu'il y a des agences, des think tanks, beaucoup de groupes de recherche qui peuvent le savoir et vous ne pouvez pas... ça devient du complotisme, hein, d'être là. Je vous dis, dans ma connaissance stratégico-géopolitico, ça c'est des dingues. Y a des gens, ça coûte beaucoup d'argent d'être informé à la minute près de ce qui est en train de se passer. Donc, oui, à mon avis, c'est déjà la déflagration russo-ukrainienne qui est en train de se faire ressentir là par l'arrivée des armes. Je ne sais pas quel est le plan du Hamas, à quoi ils sont en train de penser. Ils savaient très bien qu'en faisant cela, il y aurait une répression israélienne sans limite. Et vu des encouragements qu'ils ont, ils ne vont vraiment pas gêner d'écraser, de massacrer. Vu tous les discours qu'on est en train de sortir, il y a eu 700 morts juifs, je crois, on dit qu'on n'a jamais vu autant de juifs mourir en si peu de temps depuis la Shoah. Vous voyez, on est en train de faire monter vraiment un sentiment de peur de disparition et de tout est permis à partir de là. C'est triste, c'est dangereux. Sans dire que ce qu'ils ont commis comme crime n'est pas triste. Il y a même un qui m'a demandé, ah donc toi tu pardonnes ce qui s'est passé au Bataclan, donc toi tu excuses ce qui s'est passé au Bataclan. Non, ça n'a rien à voir.
Ça n'a vraiment rien à voir. Moi, je ne sais pas ce que le Bataclan, ce que la France a à voir là-dedans. Mais bon, aussi, la France a quelque chose à voir en même temps parce qu'elle fait partie de cette communauté. En fait, nous faisons tous partie de cette communauté qui a laissé créer une situation pourrie, une situation invivable. Donc, il faut régler cette situation. Il faut, parce que Gaza est une fabrique d'animaux. Point. Gaza est une fabrique de monstres. Point. Donc, ces gens-là sont des monstres parce que Gaza existe. Point. Et laisser créer des points comme ça, comme Gaza, blocus devant, blocus derrière, blocus en haut, blocus en bas, excusez-moi, ça ne dure pas depuis 6 mois, quoi. Ce n'est pas une affaire de 2 ans et puis on s'en sort, petite thérapie et puis on rencontre. Non, ça dure depuis des décennies et des décennies. Ce sont des générations qui sont là. Donc voilà, mais je ne sais pas à quoi ils pensent le Hamas. Vous savez comment pense un terroriste. Il faut être un peu proche d'eux pour le savoir et pour le comprendre. Mais les représailles seront là, ont déjà commencé, elles vont être terribles. Quel est leur plan suite? On verra bien, voilà. Mais en tout cas, j'avais juste envie de faire un peu le point sur tout ça. Et puis, voilà, j'entends également la critique de la part d'Africains. Ah oui, mais oui, les Occidentaux, voilà, quand c'est eux, ils sont tous liés. Quand c'est nous, ils ne le sont pas. C'est quand même bizarre, hein. Vous êtes les mêmes à vouloir les chasser, vous voulez qu'ils s'occupent de vous. Vous êtes les mêmes à vouloir, parce que ce sont les mêmes voix, ce sont les mêmes bouches qui disent ça, vous êtes les mêmes à nous expliquer que voilà, ils doivent partir, que le machin est indépendant, et souverain, mais vous voulez quand même vous donner des armes. Vous êtes les mêmes à nous expliquer que la Russie n'a jamais colonisé personne, la Russie n'a jamais colonisé l'Afrique. Donc on s'en fout, ce qui veut dire en quelque sorte que la Russie peut écraser la Tchétchénie. La Russie peut écraser, parce que la Russie n'est pas grande comme elle représente un huitième de la planète par hasard, c'est parce qu'elle a écrasé tous ces peuples qui ne sont pas venus à elle par plaisir et par bonheur. Donc c'est Pierre Le Grand qui l'a fait, la Russie peut conquérir tous ces pays-là, les fouetter, les tuer, les massacrer, vous vous en foutez, la Russie peut écraser la Moldavie, l'Ukraine, vous vous en foutez complètement parce que ce n'est pas des gens comme vous. Et vous voulez qu'on s'occupe de vous, parce que c'est les mêmes bouches. Vous voulez qu'on s'intéresse à vous, alors que vous êtes là à crier, la Russie n'a pas colonisé l'Afrique. Ben, Israël n'a pas colonisé l'Afrique. Donc on s'en fout, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Voilà un peu l'incongruité des réflexions non achevées. Des réflexions bâties un peu sur le vent, sur des émotions, et puis sur le suivisme de quelques leaders qui eux-mêmes sont de véritables aveugles. Donc, c'est triste. Mais bon, voilà mon opinion sur mon opinion et l'analyse factuelle. Hein, mon opinion ne fait pas, parce qu'il y a aussi un problème d'opinion. Mon opinion s'ajoute sur l'analyse factuelle. Mais je ne suis pas là à vous parler que de mon opinion, de mon opinion, de mon opinion, parce que c'est une autre des graves erreurs que nous sommes en train de commettre dans la pensée publique qui se développe en Afrique, à croire que tout est opinion, quoi. C'est-à-dire qu'un professeur de médecine va vous expliquer ce qu'il faut faire pour se soigner du Covid. Un groupe de professeurs, ils sont 40, vont se réunir, vont vous dire ce qu'il faut faire. Voilà qu'il y a un bonhomme qui va vous dire, ma mère a eu le Covid, j'ai fait ça, moi j'ai la solution. Je vais vous expliquer comment on soigne le Covid. C'est incroyable, parce que tout est devenu opinion, quoi. Tout est devenu opinion. Le franc CFA, c'est une opinion. On ne veut plus du franc CFA. Vous connaissez une monnaie qui s'est fait voter par le peuple? Vous en connaissez une seule? On ne veut plus du franc CFA. Mais en qui? Toi, tu qui? Qui va me te poser la question? Vous connaissez une monnaie qui se débat au Parlement? Il y a des domaines dans lesquels c'est les techniciens qui comptent, malheureusement. Et que on a des techniciens qui travaillent là-dessus, qui ne sont pas les ennemis de l'Afrique. Et ce n'est pas parce que les gens ont découvert Internet un jour qu'ils sont devenus les meilleurs amoureux de l'Afrique. Et c'est leurs émotions et leur soi-disant amour qui va développer le pays. Voilà, c'est comme ça qu'on nous promeut des régimes comme les régimes d'Assimi Goïta. Je viens d'apprendre que donc il y a 1 million d'enfants supplémentaires au Mali qui n'iront pas à l'école cette année. Je suis vraiment triste et c'est ça le régime d'avenir, c'est ça les régimes qui vont nous donner quelque chose. Ah mais c'est pas sa faute, c'est pas sa faute, c'est pas son truc maintenant. Malheureusement le régime d'Assimi Goïta c'est un régime de guerre, on peut pas gagner la guerre avec le terrorisme rien qu'avec la guerre, c'est les Maliens qui se battent, hein. C'est pas, on n'a pas encore entendu, c'est maintenant que les Nigérians veulent faire une alliance avec les Maliens pour venir se battre. Mais là encore il s'agit d'indépendantisme, mais jusque là ce sont les Maliens qui se battent au Mali. Et voilà, tu es là pour essayer de résoudre une situation, elle ne fait qu'empirer. Et il y a des gens qui sont là pour soutenir, soi-disant à cause de la haine de la France. France où ils habitent, France non, ils ont le passeport. Bon, merci. Donc, on voulait parler de l'affaire israélo-Hamas. Il fallait que j'en dise mot. J'ai fait 2-3 lives sur TikTok dans lesquels vous n'avez pas été associés. Parce que j'ai vraiment des problèmes techniques. Je crois qu'ils vont s'arrêter ce mercredi. Les problèmes techniques vont s'arrêter ce mercredi 11. Les travaux sont finis parce que c'était plus la peine de réparer parce que les travaux n'arrêtent pas de casser tout le truc. On va me remettre la ligne et j'espère qu'un mercredi soir, si j'ai la force, si je ne suis pas trop épuisé, nous allons échanger dans un live à deux faces, hein, donc avec TikTok et vous. On va parler
un peu de ces sujets-là, mais c'est intéressant. C'est déjà bien ce que vous faites. Vraiment, merci beaucoup à ceux qui viennent, merci beaucoup à ceux qui nous écoutent, mais nous pouvons aller mieux, plus fort. Faites partager, faites connaître la page. Vraiment, c'est le mieux que vous pourrez faire pour m'aider. C'est vraiment le mieux. Et ceux qui peuvent rejoindre tous les réseaux sociaux, c'est très bien. Merci beaucoup à ceux qui me servent de modérateur également sur TikTok, enfin sur YouTube. Sur YouTube, pour l'instant, je crois que je n'ai qu'un modérateur, mais c'est pas grave, on n'est pas si nombreux encore. Quand nous serons 10 000, nous aurons 2 modérateurs, et puis 3, et puis 4, c'est très bien. J'essaierai vraiment d'être en live au moins 2 fois par semaine parce il faut expliquer, il faut expliquer. Je peux me tromper, il faut m'apprendre des choses, il y en a qui viennent m'apprendre tous les jours. Élevons le débat, essayons d'en faire vraiment une université populaire. Je ne suis pas quelqu'un qui ramasse des choses dont il ne sait pas, qu'il imagine. Non, je lis des livres, j'ai appris à l'école, j'ai travaillé dans beaucoup de domaines qui tournent autour du développement, dans la finance, dans l'éducation, dans pas mal de domaines sur lesquels je peux intervenir avec vous. Donc, je vous en prie, nous sommes ensemble. Merci, merci encore de votre soutien. À très bientôt.